Bonjour à tous et bonjour à tous, à toutes. Alors c'est un test, c'est la première fois que je fais un live directement sur Odyssée. Je ne sais pas ce que ça va donner, je ne sais même pas si le son va être correct. J'espère que la connexion est bonne. Je regarde. Pour l'instant, j'ai l'impression que c'est pas encore commencé. J'ai pas encore le retour sur le... A priori ça a l'air d'aller. Je suis pas certain que... Je vais juste voir si j'ai du retour. J'ai l'impression que c'est pas encore commencé. J'ai pas encore le retour sur... Alors j'ai pas l'impression qu'il y a du son. Je ne sais pas du tout si ça marche. Je suis pas certain que... Je vais juste voir si j'ai du retour. Je fais un test, hein, donc je suis désolé si jamais il y a quelqu'un qui écoute et qui me demande. J'ai l'impression qu'il y a du son. Je ne sais pas du tout si ça marche. Je suis pas certain que... On va dire que ça marche. J'ai l'impression que ça fonctionne. Donc après voilà, bon, c'est un live, c'est un test. Après il y aura la rediff, je suppose. Donc bon, j'espère que vraiment ça sera audible. On fait attention. Donc ne m'en tenez pas rigueur parce que là je suis pas du tout sur StreamYard. Je suis repassé sur mon ancien logiciel qui est OBS, qui est pratique, mais StreamYard c'est impossible de l'utiliser. Sur Odyssée. Enfin, j'ai pas la capacité, il faut une version un peu, enfin, même certainement payante, ce qui n'est pas mon cas. Donc aujourd'hui, j'ai StreamYard, OBS. Donc c'est un petit test pour faire, voilà, pour m'habituer à voir un peu comment on peut faire en dehors de du YouTube, puisque je suis banni donc définitivement depuis une dizaine de jours. Et je n'ai désormais plus que cette chaîne-là, c'est-à-dire décidément, je pense à autre chose en même temps que je parle, Odyssée et Crown Bunker, j'ai du mal à le dire aussi. Donc on fait un test, on verra. Crown Bunker, j'ai pas l'option, j'ai pas trouvé comment on faisait des lives, j'ai pas trouvé, je sais même pas si on peut le faire. Donc voilà quoi, c'était juste pour ça. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Qu'est-ce que je voulais dire exactement? Donc je sais plus ce que je voulais dire. Oui, si, je sais ce que je veux dire. Je voulais parler de ceci. Alors, si vous voulez voir une mise en PLS magistrale, peut-être que vous avez vu la vidéo. En tout cas, je la rediffuse là. C'est un échange entre une demoiselle qui s'appelle Rose Amézienne. Je suppose que certains la connaissent. C'est une chroniqueuse, je ne sais plus sur quelle chaîne. Je la connais pas spécialement, je la connais sans la connaître. J'ai pas cherché sur son cas. Donc, je connais pas son cursus, qui elle est, d'où elle vient. En tout cas, juste le débat qu'elle a eu avec... un gars du Front National dont j'ai oublié le nom, je vais remettre la vidéo, vous allez voir. Vous allez voir que l'hypocrisie, c'est sur le voile, et donc le RN qui proposerait d'interdire le voile, mais là il se fait plier en 15. Vous allez voir que leur discours ne tient pas la route et que c'est juste des gens qui soufflent sur les braises. Toujours pareil, hein, ça se passe actuellement, c'était il y a quelques jours cette vidéo. Et vous allez voir que malgré l'écroulement du pays, etc., vous aurez toujours les chambres de troubles, commandites évidemment, qui viennent chercher qui viennent toujours, ils utilisent toujours la même technique, de diviser pour mieux régner et d'attaquer avec des poncifs ridicules et éculés. Et là, il se fait plier en 15. Donc je vous laisse l'exemple, je vous laisse voir ça tout de suite. Comment vous interdisez le voile et pas la kippa? Expliquez-moi juridiquement. Expliquez-moi juridiquement comment vous interdisez le voile et pas la kippa. Juste sur cette question, elle est intéressante parce qu'elle se pose souvent. Bon. D'abord. Maria. J'attends qu'il se calme. Allez-y, parce que dans 2 minutes, il y a les infos. Très clair. Ouais. L'interdiction du voile, nous le ferons passer dans un texte contre l'islamisation de notre pays. Donc la kippa n'est pas concernée. Mais est-ce que vous balancez en fait des stupidités que ça va fonctionner? Oui. Enfin, ça n'a aucun fondement juridique ce que vous êtes en train de dire. Et même en les répétant. Mais ça n'a aucun. Il n'y a pas de trouble à l'ordre public du fait de porter en fait un signe religieux. À quel titre? Définissez-moi le trouble, s'il vous plaît. Jean-Marc Morandi, je vais répondre à vous. Mais non, je sais pas. Non, mais en quoi c'est un manque de tranquillité publique? En quoi c'est un manque de sécurité publique? En quoi c'est un manque d'insalubrité publique? Parce que ça, c'est le trouble à l'ordre public. Madame, alors, Laurent Jacobelli répond. Allons-y. La réponse. On est dans un pays sérieux qui fabrique des lois. Parce que vous êtes en train de dire qu'en fait, ces Françaises de confession musulmane, en fait, elles ont une forme de présomption de culpabilité. Ceux qui sont dangereux, monsieur, ce sont les terroristes. Et donc les femmes voilées sont des terroristes? Ceux qui frappent des femmes parce qu'elles ne sont pas voilées. Donc il va maintenant falloir... Mais vous avez une affaire, Écoutez-moi, là, vous balancez en fait des choses... Arrêtez. Non mais attends, excusez-moi. Madame. Vous fréquentez des femmes qui portent un voile? Madame, vous fréquentez des femmes qui portent un voile?
à la télé. Non, mais je sais pas. Laurent Jacobelli, ça répond aux questions. Mais attendez, si j'ai bien compris son raisonnement, lui estime qu'une femme qui porte le voile n'est pas une femme libre, et donc ce n'est pas une femme qui correspond à la France. C'est bien ça? Très bien. J'ai compris comme ça. Il n'est pas une femme, et il n'est pas de confession musulmane, et il ne porte pas le voile. Ici, c'est la France. Oui. Ici, c'est la laïcité. C'est la laïcité qui a permis, en fait, à ce que des combattants musulmans puissent recevoir des kits de mosquée dans les tranchées. C'est la France et la laïcité qui a permis qu'on envoie des moutons pour fêter l'Aïd dans les tranchées. La France, c'est aussi une partie des personnes qui seraient de confession musulmane et qui se battent pour ce pays, que vous le vouliez ou non. La nation est aussi composée de Français de confession musulmane. Et vouloir systématiquement les stigmatiser, les opposer, vouloir créer des lois d'exception, vous êtes un danger. Voilà, enfin, vous avez vu comment ça se passe. Je dirais pas chez McDonald's, mais chez McKinsey. Enfin, McKinsey, pour le coup, ils sont peut-être pas pour grand-chose, encore que. Mais voilà, vous avez vu la manipulation. Et les arguments, c'est zéro. Il n'y a aucun argument. Quand on parle de la kippa, sauf kippa, quoi. C'est sauf qui peut. Il faut toujours soulever le soldat kippa. Toujours. C'est-à-dire le soldat juif. Toujours. Il a toutes les autorisations pour faire ce qu'il veut. Et il est au-dessus des règles, en fait. Et tout ce qui concerne le chaos, il doit être imposé par lui-même contre ceux qu'il désigne. En particulier les musulmans. Ça permet de cliver. Et c'est toujours comme ça en France. Hein. Et vous avez toujours des abrutis comme ce type-là. Il sert à quoi ce type? Rien du tout, en fait. Donc vous dites, bon, ben voilà, c'est fait partie du jeu de la France, c'est comme ça. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un sur le live, si je pouvais avoir juste un commentaire pour me dire que le son est bon ou pas. Ça serait sympathique. Même si on m'entend très mal, qu'on me le dise, que je sache ce qu'il en est. Parce que là, je vois qu'il y a... Je ne sais pas si le chat est activé. A priori, pour moi, oui, mais j'aimerais bien juste avoir un retour, histoire de tester toutes les fonctions et voir un peu où on en est. Donc là, je vois qu'a priori, on serait 3 sur le live. Donc voilà, c'est vraiment histoire d'expérimenter tout ça. Je sais, j'ai averti personne. J'ai pas posté nulle part. D'ailleurs, j'ai pas beaucoup d'endroits où poster, au fait, pour dire que j'allais faire un live. Donc voilà, c'est ce qui se passe en ce moment. Donc aujourd'hui, nous allons faire un petit tour rapidement. Ah oui, j'ai une citation que j'aime bien. Dans ce monde-là, c'est le monde féministe. Hein. On est dans un monde féministe, non, d'inversion des choses, et on essaie toujours de remplacer l'homme par la femme. C'est-à-dire de transformer l'homme par une femme. Alors que chacun a sa place, c'est la logique. Mais là, on a quand même une citation que je trouve magnifique de Ahmed Didat, Dieu paix à son âme. C'est cette phrase magnifique. Peut-être certains la connaissent. Certaines personnes disent que les femmes sont source de problèmes. Et je dirais que je ne le nie pas. Et la plus grande preuve en est qu'elle souffre pendant 9 mois pour donner naissance à un imbécile comme vous qui dira alors « les femmes sont la source de problèmes ». Voilà. C'est juste magnifique. Il n'y a pas besoin d'être un érudit pour comprendre. C'est suffisamment clair, hein, je pense. On peut difficilement faire plus clair, plus éloquent. Et ça veut tout dire. Donc, voilà. Donc, je ne sais pas si... visiblement, il y a... Ça n'a peut-être pas marché, les commentaires. Je ne vois pas... Je vois on est 5 là, mais je ne vois pas de commentaires. Alors là, c'est qu'il y a un souci. Peut-être qu'on ne m'entend pas. Alors, j'ai posé la question, est-ce qu'on m'entend? Je vais l'écrire peut-être. Alors, j'écris qu'une main, donc il n'y aura pas de... Peut-être pas d'espace, ou je ne sais pas comment j'écris ça. Est-ce qu'on m'entend? Je ne sais pas si ça marche. J'ai posté un commentaire, donc si on peut me dire... Ah, on m'entend, d'accord. Alors, Julie, j'ai vu que tu as écrit, mais j'ai pas vu ton message apparaître. Mais on ne peut pas commenter? Ah, mais t'es pas sur... c'est mon... Comment ça, on peut pas commenter? Mince, ça sert à quoi alors si on peut pas commenter? C'est débile. En fait, c'est sur... D'accord, c'est sur... D'accord, c'est sur Telegram qu'on me répond. D'accord, j'ai pas compris. Mince. C'est pénible ça, je pensais. Je pensais vraiment... On peut pas commenter. Bon, okay. C'est bon, si on m'entend, parfait. Merci pour l'info, Julie. Mais mince, alors je sais quoi ce délire. Moi, j'arrive à écrire, donc normalement... Alors, c'est pénible ça. Sinon, je vais retourner sur machin Twitch là. Mais c'est pourrave Twitch. Enfin, c'est pas pourrave, mais on peut pas commenter comme ça. Enfin, si, on peut commenter, mais bref, ok, d'accord. Je vais continuer ici quand même. C'est pas grave. Hein. Je vais commenter quand même. Alors, je pense qu'en live, il n'y a aucun intérêt. C'est pas très intéressant. Bon, bref, c'est pas grave.
Il doit y avoir un paramétrage, d'accord, je viens de voir l'image. Donc il doit y avoir un paramétrage à faire qui doit autoriser les commentaires. Et sincèrement, j'ai galéré pour faire un live aujourd'hui, j'ai passé je sais pas combien de temps, j'ai mis presque 1 heure là tout à l'heure, je voulais le faire à 14h, j'y suis arrivé il y a un quart d'heure. Bon bref, c'est pas grave, on va continuer quand même et puis on verra. Donc je reprends ce que je disais où j'en étais. J'en étais où oui, donc oui, Ahmed Didat qui disait voilà par rapport aux femmes. Donc vous avez ça, apparemment c'était un obscurantiste islamiste, antiseptique, tout ce que vous voulez, hein, gastronomique et pompiste. C'est hic ou iste. Voilà, c'est toujours pareil. Parfois même il y en a certains qui ont des kystes et ça c'est chiant parce qu'il faut passer à l'hôpital, bloc opératoire, machin, bref. Donc je voulais juste revenir sur on parle beaucoup d'Ukraine en ce moment. Forcément il y a une espèce de conflit bidon comme toujours. Et donc, je voulais juste montrer une carte de ce qu'était l'Ukraine et sa place géopolitique et géostratégique, justement, pour qu'on comprenne, et puis certaines villes aussi, qui vont vous permettre, ça va être rapide, hein, je ne vais pas faire un cours d'histoire, ce n'est pas mon rôle, et puis je n'ai pas les compétences pour, mais c'est intéressant de voir, de comprendre comment ça se passe. Alors, je vous mets la carte, bon, je l'ai zoomé, donc vous voyez l'Ukraine au centre, là. Vous avez donc la capitale Kiev. Alors je ne sais pas si on voit ma souris, je ne pense pas qu'on voit ma souris à l'écran. Je ne suis pas sûr qu'on la voit à l'écran. Mais bon, c'est pas grave, on va dire que... Bon, non, on ne voit pas l'écran, mince. Il faudrait que je trouve l'option pour mettre à l'écran, mais bref. Donc Kiev qui est au centre, hein, vous voyez. Ensuite, vous avez donc tout au sud du pays, vous avez les différentes villes, et je remonte un petit peu, vous avez la Crimée. La péninsule de la Crimée qui est quasiment une île, hein, mais il y a très très peu de... Et il y a très peu de, il y a des ponts qui relient la ville, mais il y a très peu de terres communes en fait, de terres. C'est une lagune en fait, une grande lagune. Bref, j'arrive pas à zoomer, il faut que je retrouve le. Ah, il est là. Je vais rezoomer en grand. Bon, après ça va devenir peut-être un peu dégueulasse l'image. Il faut que je rezoome, je tire l'image. Bon, je fais ça en live, il n'y a pas de montage, hein, c'est des trucs comme ça, donc voilà. Et donc vous avez la Crimée qui est donc cette péninsule ici, donc dans the Black Sea, fait de la mer Noire. Vous avez la Roumanie à gauche, qui est au niveau de... Vous avez Constanța, il y a Bucarest à gauche, là, sur la gauche, donc qui donne sur la mer Noire. Vous avez la Moldavie, mais qui n'est pas sur la mer Noire, mais qui était anciennement un bloc, dans le bloc communiste de l'URSS, la Moldavie, l'Ukraine aussi. Ensuite, quand c'est 91, quand ils ont disloqué, 91, 92, etc., ils ont disloqué l'Union soviétique. Il y a ces pays qui ont émergé, la Moldavie qui était en entité roumaine en fait, et c'était une extension de la Roumanie, mais c'est devenu la Moldavie. Et ensuite vous avez à droite, ici à droite, vous avez, c'est la Russie, hein, avec là juste à droite Krasnodar, je crois que ça s'appelle comme ça, Krasnodar pardon, qui est à droite, et ensuite vous avez la Crimée qui est la Crimée et Sébastopol, qui s'écrit Sévastopol, je ne sais pas si ça se dit comme ça. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que vous avez, je remonte, vous avez sur le littoral au-dessus de la Crimée, mais tout le littoral du sud de l'Ukraine, vous avez à droite la mer d'Azov, d'où le fameux bataillon Azov qui tient son nom de cette région-là. C'est la mer d'Azov qui se situe donc au nord-est de la Crimée, qui est enclavée entre la Russie et le sud de l'Ukraine et la Crimée, la mer d'Azov, avec la ville de Kerch qui est en Crimée, il y a la ville de Sébastopol. Et ensuite, vous avez donc à la pointe nord-est de la Crimée, au sud-nord-est, si vous voulez, au nord-est de la mer d'Azov, vous avez la ville de Mariupol, je ne sais pas comment ça se prononce. Et un peu plus au nord, vous avez Donetsk, qui n'est pas, et Lugansk, c'est des villes assez connues. Et au-dessus encore, vous avez Dniepropetrovsk, ça me fait toujours rire ce nom, et Kharkiv, qui est un peu au nord. Toutes ces villes-là, vous les avez toutes entendues avec les attaques des Russes, etc. En fait, ça correspond à la région du Donbass, en fait, à droite, toute cette région-là, globalement, hein. Le Donbass, et tout ce qui est à gauche, tout ce qui est là, tout ce qui est, c'est la Russie, c'est l'Ukraine, mais là pour l'instant, donc il y a Kiev, sa capitale, mais sinon vous avez donc le Donbass où c'est majoritairement russophone, avec une population russe. Mais ils sont russophones, tout le monde parle russe hein, en Ukraine, mais la région à droite, donc Mariupol, Donetsk, Lugansk, etc. Après, j'ai la zone, elle est à peu près comme ça, mais c'est peut-être pas tout à fait ça, mais à peu de choses près, ça se rejoint. C'est le Donbass, cette région à droite de l'Ukraine qui donne sur la mer d'Azov, plus la Crimée. Et donc vous avez cette zone ici où les Russes visent cette zone-là qui est limitrophe donc de la Russie, en contact direct avec la Russie,
et qui est peuplée par des Russes. Et donc vous avez cette sud de l'Ukraine qui donne sur la mer Noire. La mer Noire, c'est ça. Et la mer Noire, quand vous la traversez, en particulier en partant de Sébastopol, vous descendez directement sur la Turquie. Vous arrivez, il y a direct, il n'y a rien qui gêne, c'est la Turquie. Et vous avez ici Istanbul qui est à la croisée des chemins. Istanbul qui est vraiment une ville construite sur les eaux depuis toujours. Hein. Anciennement Byzance, Constantinople et puis Istanbul depuis à peu près un siècle. Et Istanbul, vraiment, c'est le siège. Les Russes ont toujours visé Istanbul. Et ce qui se passe actuellement en Ukraine et en Crimée, quel que soit le gagnant, on va dire, il n'y a pas de gagnant, mais quel que soit celui qui va remporter la mise, que ce soit les Occidentaux via l'Ukraine avec leur conflit par procuration ou les Russes, quelle que soit la finalité de ça, la seule chose qui est intéressante, c'est au final à dominer la mer Noire pour pouvoir avoir accès à Istanbul et à la Turquie et ensuite où il y a le Moyen-Orient évidemment, mais surtout Istanbul et ensuite déboucher sur, quand vous passez par Istanbul, vous arrivez sur donc la mer de Marmara, ensuite la mer Égée et puis vous arrivez en Europe quoi, tout simplement. Et vous avez l'Afrique, l'Europe, tout est ouvert par ici. Mais les Russes, ils n'ont pas accès à ici, ils ont que accès via la Crimée à la mer Noire. C'est la mer Noire. Je suis désolé, je suis obligé de le faire. Je n'ai pas le choix. C'est comme ça, c'est la mer Noire. Pour ceux qui ont les références, ah bah si, les commentaires ils fonctionnent, merci, salut Juju, bah alors ça marche. Donc, bon, on n'est pas nombreux en X6 de ce que je vois. En fait, vous pouvez poster, normalement, il y a d'ailleurs un truc à activer. Hein. Bon, ok, parce que je me disais, j'ai pas bloqué moi. Ah oui, alors est-ce que je peux afficher ton message à l'écran? Ajouter un autre comme... épingle, est-ce que si je l'épingle, ça change quelque chose ou pas? Ah non, ça s'affiche pas. Ah ouais, ça c'est chiant parce qu'on peut pas les afficher sur l'écran quand c'est sur là-dessus. Ce qui était le cas en passant par... alors, ben non, je peux pas l'afficher. J'arrive pas à afficher les commentaires comme on pourrait le faire sur StreamYard. Ça c'est un peu chiant par contre. Je pensais qu'on pouvait le faire. Bon, on a toujours les messages qui s'affichent, mais c'est pas évident. Bon, bref. Donc il faut vous inscrire pour pouvoir commenter. Ah oui, ça c'est chiant. Bah ouais, enfin c'est chiant. Je pense que c'est comme YouTube. Hein. Si vous voulez commenter, je crois que vous êtes obligé de vous inscrire. Eh oui, je crois aussi que c'était ça. Donc ça fait partie des règles du jeu. Bref, donc je reviens sur ma carte. Donc, et l'idée, c'est quand même de se dire que l'Ukraine, c'est un lieu stratégique pour ce qui va arriver, ce qu'on appelle les guerres eschatologiques. Alors, il y en a beaucoup qui ne croient pas à ça, qui pensent que c'est des foutaises. Chacun fait comme il veut. Moi, je suis partisan du principe que ça va arriver. Ça va arriver et que ça se met en place. On est en train vraiment de mettre en place les choses. Tous les pions prennent gentiment leur place pour la grande confrontation. Qui est, sincèrement, j'espère ne pas être en vie pour le voir, parce que ça ne va pas être joli. Et ça peut arriver rapidement, mais ça peut prendre quand même un certain temps, c'est-à-dire au niveau d'une vie humaine. C'est pas dit qu'on y assiste, mais c'est possible, parce qu'on n'a aucune certitude. Mais c'est pas une histoire de 3 mois ou de 6 mois ou d'1 an, c'est une histoire de quelques années, voire quelques décennies. Et il est là le flou artistique. Hein. Selon mon point de vue, c'est des conclusions que j'ai en prenant toute l'eschatologie, avec les différents événements qui doivent survenir, et leur application, donc des grandes péripéties qui doivent se mettre en place et qui ont commencé déjà depuis un moment. Et là, par rapport à la vitesse où ça se met en place et ce qui reste à venir, on peut le voir, moi je le vois entre 5 ans, 10 ans et 30 ou 40 ans. Voilà, c'est une fourchette assez large, mais elle est quand même restreinte. C'est une vie d'homme, quoi. Mais on peut en être témoin. Nous, comme nos enfants, je pense que ça va être une certitude. Bref, et donc, vous avez donc cette raison-là, parce que Istanbul, Constantinople, ça va devenir une des villes principales. Et je répondrai à l'occasion, j'espère qu'il va écouter ce live, la personne qui m'avait posé la question sur YouTube avant qu'il me strike la chaîne, m'avait demandé mon point de vue sur Constantinople, puisque pour moi, Constantinople n'a toujours pas été prise par les musulmans, comme le prophétisait un hadith qui disait que Constantinople serait prise par les musulmans, par un commandeur et son armée, et quel commandeur et quelle armée. Et c'est un hadith très connu qui explique que Constantinople tomberait à la main des musulmans. Et pour moi, beaucoup de personnes en islam pensent que ce hadith s'est réalisé. Cette parole prophétique a eu lieu et Constantinople, la prophétie est là, c'est déjà arrivé. Sauf que moi, ils disent que ça date de 1453, à l'époque où les Ottomans ont pris Constantinople, anciennement donc Byzance. Et sauf que moi, j'ai toujours refusé ça, de le valider, puisqu'il y a plusieurs hadiths qui viennent expliquer, il y a des événements qui se passeront avant et après, enfin du moins contemporains de la prise de Constantinople par les musulmans, et aussi ce qui viendrait après. Et il y en a un en particulier qui explique que
au moment où les musulmans récupéreront Constantinople, donc selon la prophétie, dans un laps de temps de 7 mois ou 7 ans, on ne sait pas trop exactement, 7 ans ou 7 mois, ou c'est 9 ans ou 9 mois, je ne sais plus. En tout cas, c'est 7 ou 9 le chiffre, et c'est soit en années, soit en mois, et ce sera contemporain à la sortie de l'Antéchrist. Donc ce qui veut dire que Constantinople sera prise par les musulmans, et 7 ou 7 mois avant ou après, ou 7 ans après ou avant, donc c'est... Peu importe, ça ne change pas grand-chose par rapport à 1453, à l'époque des Ottomans, puisque l'Antéchrist aurait dû être contemporain de l'événement de cette prise de Constantinople. Or, 6 siècles après, un peu plus de 6 siècles après, 7 siècles après, force est de constater que l'Antéchrist n'est pas sorti, que les grandes guerres n'ont pas eu lieu, et que Jésus n'est pas revenu, puisque ça va être la suite logique. Hein. Donc je pense que voilà, ça suffit largement pour expliquer pourquoi, personnellement, et je ne suis pas le seul, hein, à ne pas valider la prise de Constantinople par les musulmans. C'est un événement qui doit arriver, voilà, et qui n'est pas encore arrivé. Après, il y en a beaucoup qui vont vous dire aussi, à chaque fois, soit ils n'ont pas du tout foi dans les hadiths prophétiques, et surtout en particulier ceux de la fin des temps, c'est un choix, soit ils vont vous dire celui-ci n'est pas bon. Alors il n'est pas faux, il n'est pas forcément, c'est pas le plus soutenu au niveau de la chaîne de transmission, mais il n'est pas faux. Donc après, il y a plein de hadiths qui sont pas forcément, ils sont daïfs, c'est-à-dire ils sont faibles, ils ont une chaîne de transmission unique, et ce qui fait qu'on les rend faibles. Ça ne veut pas dire pour autant qu'ils sont faux, vous savez. Donc après, chacun fait sa religion en fait, hein, quand on regarde là-dessus. Mais moi, en plus, ça correspond tout à fait à ce qu'on peut voir maintenant. Quand ils disent que les musulmans ont pris, les Ottomans ont pris Constantinople et que c'était la prophétie, aujourd'hui, c'est pas des musulmans qui gèrent la Turquie. Hein. C'est une république. Elle est peut-être islamique, mais c'est une république. Elle est dirigée par un gouvernement qui est membre de l'OTAN. Il faut juste le savoir. Qui est allié au plus grand criminel destructeur de cette planète et qui est allié militairement. C'est-à-dire que s'il y a une guerre monumentale qui va arriver à un moment ou à un autre, c'est obligé. Cette alliance de l'OTAN, elle sert à ça. Ça sous-entend que la Turquie prendra part de fait avec les Anglais, les Américains, les Français. C'est-à-dire la crapulerie de cette planète, en fait, contre celui qui sera opposé, forcément, ce sera une grande puissance, ce sera forcément obligatoirement la Russie. À un moment ou à un autre, ce qui va arriver, c'est que la prise de Constantinople, elle va devenir un enjeu important. Ça sous-entend qu'il y aura quelque chose en Turquie qui fera qu'il y aura une armée, parce qu'il y a une armée qui va traverser, ce sera une armée faite selon la hadith de musulmans et de chrétiens qui seraient convertis, etc. Après, il y a une partie de ce hadith qui dit qu'ensuite, une fois que Constantinople sera prise, on annoncera la sortie de l'Antéchrist, et il y a une partie de l'armée qui va refouler, qui va se refuser, ils vont se battre entre eux, en fait. Les convertis chrétiens contre des chrétiens, et il y aura cette partie-là, elle me gêne, en fait. J'ai du mal à la valider, mais c'est possible. Après, c'est un travail de recherche qu'il faut faire. Mais voilà, donc il y aura aussi, ça ne rentre pas, il y a tellement de hadiths qui viennent compléter ou donner un éclairage différent de la suite, complémentaire de la suite justement. Donc, et puis ça va remporter sur une discussion qui peut durer très longtemps, mais je ne vais pas m'égarer là-dessus, pas m'attarder pardon là-dessus. Donc je reste juste là-dessus, ça sous-entend donc qu'à un moment ou à un autre, la Turquie, forcément, pour qu'on aille prendre Constantinople, c'est-à-dire que le gouvernement va changer, il y aura des choses qui vont se passer en Turquie. Et là, ce qui va se passer en Turquie, ce sera la suite de ce qui se passe actuellement en Ukraine. Alors est-ce que ça va prendre tout de suite la suite une fois que le problème ukrainien est réglé? Je ne sais pas, ça va peut-être prendre 5 ans, 10 ans, 15 ans avant que les choses se règlent en Ukraine et avant que ça rebondisse, et pas forcément directement, il y aura peut-être d'autres péripéties à droite et à gauche avant que ça arrive finalement en Turquie. Donc il y aura des changements, pas mal de choses. Et donc les Russes ont toujours voulu prendre Constantinople tout le temps, parce que leur avait été promise. C'était les accords de Sykes-Picot, donc c'était un Britannique et un Français qui s'étaient mis d'accord c'était avant les Balfour d'ailleurs, ils s'étaient mis d'accord pour se partager le Moyen-Orient, etc. La France devait récupérer le Liban et la Syrie, et les Anglais ils ont pris la Palestine et l'Irak, la Transjordanie aussi, ce qui est devenu la Jordanie, etc. Il y avait d'autres petites particules comme ça à se partager. Et finalement, ils avaient aussi, pour que les Russes rentrent dans la guerre et qu'ils ne soient pas contre eux du moins, ils leur avaient promis Constantinople. Ils leur avaient dit, vous venez, vous restez de notre côté, c'est-à-dire que vous ne vous battez pas avec l'Empire austro-hongrois et les Allemands, vous vous battez avec nous. Et on vous promet Constantinople, parce qu'ils sont toujours visés dessus. Puisque ils voulaient récupérer Sainte-Sophie, etc. C'est pour une question religieuse, évidemment. Et donc, ils s'en fait avoir parce qu'ils ne l'ont pas eu, puis ils ont surtout eu la révolution bolchevique. Ils s'en fait carotter. Et ils n'ont jamais lâché Istanbul, jamais, enfin Constantinople. Et ils viendront la récupérer, ils pensent qu'ils viendront la récupérer, en tout cas c'est leur projet, ils ne la lâcheront jamais.
Donc à la fin, il y aura quelque chose. Après, c'est pas forcément ce qui va se passer. Ce que je dis moi, c'est pas forcément ça. En tout cas, la finalité, c'est que Constantinople sera reprise par une armée de musulmans, ou du moins de croyants, pas que des musulmans. Et ça, c'est important à comprendre. Et donc, il y a une symbolique très forte. Et ce qui se passe en Ukraine, c'est, je pense, l'étape avant, ou les quelques étapes avant la suite qui arrivera à un moment ou à un autre en Turquie. Voilà, donc ça, c'est un point de vue qui vaut ce qu'il vaut. Voilà. Bon, apparemment, Juju, il y a que toi en commentaire. Moi, je n'arrive pas à voir tous les messages parce que je suis sur le live après, sur ma plateforme, et ça reprend pas les commentaires, c'est ce qui est chiant. Alors, voilà, tu l'as posté. En vérité, vous allez conquérir Constantinople, et quel merveilleux chef sera son dirigeant, et quelle merveilleuse armée sera son armée. Sera son armée, effectivement. C'est ça, la conquête de Constantinople permettra l'accès à la Russie, à la mer Méditerranée, donc à Israël aussi, mais pas que. Donc où j'en étais, donc je reprends, oui, donc voilà, c'était pour vous dire ça. Et aussi, ce qui est très intéressant, vous pensez bien que dès qu'on parle d'Ukraine, faut toujours pas oublier qu'au même titre que l'Égypte de l'Empire des pharaons, qui était un repère de sorciers en fait, c'était juste ça, à un niveau moindre, mais l'Ukraine, ça reste quand même un ramassis de sorciers. Donc vous avez dans le sud de l'Ukraine, on va dire à l'ouest, c'est-à-dire après la frontière moldave, pas très loin, vous avez Odessa, la capitale, la capitale. Moi j'appelle ça la capitale judaïque de l'Ukraine, c'est Odessa, c'est un lieu de pèlerinage, c'est la plus grosse communauté juive en Ukraine, elle est là-bas à Odessa, car lieu mafieux. Il y a un film qui s'appelle Little Odessa avec Tim Roth qui est sorti il y a une paire d'années. C'était 96 ou 98, quelque chose comme ça. C'est là, c'est à cette époque-là que j'ai découvert qu'il y avait une mafia juive à Odessa. Je connaissais même pas, moi. Je connaissais le nom, je savais même pas où c'était. Et j'ai compris j'ai découvert à cette époque-là qu'il y avait une mafia juive qui s'appelle Little Odessa. C'était des juifs ukrainiens qui étaient venus aux États-Unis et qui avaient reconstitué, ils venaient d'Odessa, ils avaient reconstitué tout leur réseau là-bas. Bref, c'était un film il y a quelques films comme ça qui dénoncent un petit peu, entre guillemets, il faudrait que je le revoie pour voir jusqu'où il va, mais c'était ça. Et donc, Odessa, et il y a plusieurs lieux de culte juifs ici, des kabbalistes, donc ils ont des trucs super intéressants. Et l'armée russe, en ce moment, elle est passée donc dans certaines régions, dans certaines villes du sud de l'Ukraine, et elle a fait sortir des trucs pas mal. Alors, ça vaut ce que ça vaut, mais je vous montre la vidéo rapidement, vous allez voir, ça vaut le coup d'œil. Voilà, ça c'est dans une des maisons qui a été récupérée par l'armée russe. Ils sont passés, alors ils ne situent pas la ville. Après, si vous comprenez le russe, ils ont peut-être donné des infos dans les commentaires qu'ils faisaient les soldats. Mais vous avez bien vu, il y a la tête de Baphomet, l'entité démoniaque. Vous avez les symboles, donc il y a aussi, c'est un petit hôtel de culte en fait satanique, avec des petites statuettes et des petits objets pour faire le culte, tout simplement. C'est de la sorcellerie. Dans cette baraque, on pratiquait la sorcellerie. On invoquait des entités démoniaques pour X raisons. Sachant que tout ce qui est dans l'occultisme, dans les rites de la sorcellerie, ça vient du judaïsme à 100%. Tous les protocoles, ça vient de chez eux. Il faut juste comprendre ça. Donc vous avez toujours les mêmes symboles. L'étoile de David est un signe kabbalistique. Sceau de Salomon, l'étoile de David, enfin appelez-la comme vous voulez, qui est vraiment un signe de sorcellerie, quoi. Et les gens comprennent toujours pas ça, ils pensent que voilà, c'est juste des dessins, des petits trucs comme ça qui n'ont pas de fond. Ils ont plus qu'un fond et sincèrement, c'est vraiment très dangereux. Il faut vraiment le prendre en conscience. Donc vous voyez que c'est pas comment on l'a trouvé chez Kadhafi il y a quelques années quand ils sont allés dans le palais de Kadhafi, ils ont découvert des tas de livres de sorcellerie. Je crois que c'est même chez Ben Ali. Dans la même époque, à la même époque, ils ont découvert aussi des livres de sorcellerie, des choses dégueulasses. C'est pareil pour Saddam Hussein dans ses palais. À chaque fois, mais ils pratiquent tous un culte occulte, vraiment. Ils font tous de la sorcellerie. C'est un truc de fou. Et pourtant, vous les voyez, ils sont modernes. Vous les voyez à l'époque, c'était moderne. C'était des Occidentaux. Ils étaient très terre à terre, très tout ce que vous voulez.
Et puis en fait, quand vous allez dans le fond des choses, vous découvrez qu'ils ont tous un rapport avec une superstition. Et vous dites, bon, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Donc vous voyez qu'il y a toujours quelque chose de malsain et d'occulte en lien avec les puissants de n'importe quel endroit du monde. Il n'y a pas de puissant sans une aide autre qu'humaine. Vraiment. Alors, et c'est pas une blague quand je dis ça. C'est-à-dire que plus vous montez dans le pouvoir, n'importe quoi, hein, que ce soit dans un État ou dans une grande société. Mais je ne parle pas d'un mec qui est dans un petit job et qui veut devenir directeur des ressources humaines ou alors président de je ne sais quelle boîte. Une petite boîte classique. Ça, c'est rien. Il n'y a rien à voir. Mais dès que vous arrivez, vous tapez dans ce qui compte, chef d'État, dirigeant d'une grosse société multinationale, etc., je pense qu'il y a très peu de gens qui ne sont pas versés dans l'occultisme, ces gens-là. Je parle vraiment de ceux qui sont impliqués directement, pas les employés en dessous. Ils tiennent tous leur pouvoir de quelque chose d'occulte. Directement, pour la plupart. Ensuite, il y en a qui sont, indirectement, ils sont en lien avec des gens qui pratiquent l'occultisme et qui leur confèrent un pouvoir. Ils demandent et on leur demande de certaines choses à faire en contrepartie. Mais il y en a beaucoup et je pense que vous voyez les grandes élites, elles sont en lien direct avec l'occultisme via des cabinets cachés qu'on ne voit pas forcément, pas des cabinets McKinsey. Hein. McKinsey, ça c'est du foutage de gueule. Vous avez des gens derrière qui imaginent toute cette organisation et qui, eux, tiennent leur info et tiennent leur pouvoir de l'occultisme. Je pense qu'il n'y a pas d'autre solution. C'est ce que disait comment il s'appelle Roger Morneau qui disait j'oublie sa phrase très connue, derrière chaque et la chance n'existe pas, soit il y a une force qui travaille pour vous, soit vous n'arrivez à rien dans ce monde, et c'est toujours comme ça. La chance n'existe pas, il n'y a vraiment rien d'autre. Si vous n'avez pas une béquille occulte, vous n'arriverez à rien dans ce monde, je veux dire, surtout dans ce monde qui est dirigé par des démons. Donc c'est eux qui fixent les règles du jeu. Ils contrôlent tout au niveau de la réussite, etc. Évidemment, avec Dieu qui autorise certaines choses, mais c'est dans le cadre de Dieu, évidemment. Je ne vais pas encore le répéter, mais on ne sait jamais. Il y a toujours des gens qui vont dire « Ouais, mais tu oublies Dieu, tout ça, j'oublie jamais Dieu. » C'est toujours chapeauté par la volonté divine. Leur pouvoir, ils le tiennent toujours par rapport à ce qu'a fixé Dieu dans les limites de leur pouvoir. Ils sont entre les doigts du Tout-Puissant. S'il veut les anéantir, Dieu, il les anéantira. Et il les a limités dans leur capacité de nuisance. Donc, il n'y a pas besoin de... Bon, bref, je suis encore en train de m'expliquer sur quelque chose que j'ai expliqué 1000 fois. Mais bon, voilà. Donc, c'est pas compliqué à comprendre. Mais pourtant, on va toujours me dire, oui, mais non, ça c'est un hasard. C'est qui fasse des invocations démoniaques pour obtenir telle ou telle chose. C'est le hasard. C'est comme ça. C'est une bonne guerre. J'ai bien l'expression, c'est une bonne guerre. C'est toujours bien. Donc voilà. Après voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, c'est comme ça, c'est la vie. Nous on est dirigé par des mecs comme ça, vous savez, on est obligé de les croire quand ils vous parlent, quand ils vous disent, pour vous justifier, on est dirigé par des mecs comme ça. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est Jérôme Cahuzac. Alors on voit pas son nom peut-être. Je sais pas si on voit son nom. Bon, j'arrive pas à trouver la photo, j'arrive pas à la... Voilà. Ah non, il y a pas son nom. Bon, c'est Jérôme Cahuzac. Jérôme Cahuzac, c'était le ministre... il était en charge de la lutte contre la fraude fiscale, comme c'est indiqué. C'est le premier qui fraudait fiscalement. C'est assez connu quand même, je sais que c'est connu, mais ça me fait rire. Moi, je repense à ce genre de choses. Quand on voit des dirigeants qui nous parlent, qui nous donnent des conseils, qui nous disent comment nous tenir, qui nous font des promesses, et qui disent qu'ils vont travailler pour nous, etc., pour la justice, blablabla, vous savez que c'est des menteurs. Voilà l'Occident, comment il est. Voilà comment il est. Il va protéger vos enfants. Quand il vous dit qu'il va protéger vos enfants, vos emplois, vous pouvez être sûr qu'ils vont faire proliférer la pédophilie et la corruption. Et ils vont vendre en pièces détachées votre industrie et tout ce qui peut vous servir. Voilà. C'est ça, l'Occident. Ils vous diront toujours le contraire. Donc, quand ils vous disent, nous, on est très cartésien, on n'est pas dans la superstition, on est contre les religions et tout, vous pouvez être sûr qu'ils sont tous dans la sorcellerie, tous. Vraiment tous. Et vous voyez qu'aujourd'hui, ces dirigeants... Bon, ce que je suis en train de dire depuis tout à l'heure ici, c'est impossible. Hein. Vous l'avez sans doute compris que sur YouTube, je n'aurais jamais pu dire ça, même pas le quart du tiers. Et je me pose la question sur Twitch. Hein. Je me pose vraiment la question sur Twitch. J'en ferai des lives sur Twitch jusqu'à temps qu'ils me virent, quoi. Mais bon, pour l'instant, je le fais là. Bah bon, c'est pas grave. Et donc, il n'y a pas de possibilité autre. C'est une évidence que tous ces gens-là, avec la certitude qu'ils ont, quand vous le voyez dans leur...
ils font les pires crapuleries, ils sont confondus dans leurs crapuleries, et ils continuent. Ils ont une certitude de pouvoir passer entre les gouttes par rapport à un pouvoir qui nous échappe à nous, mais qui, eux, ils ont les garanties qu'il n'en arrivera rien pendant un certain temps. Et ils ont confiance dans la force qui leur garantit ça. Donc je pense que cette force, elle n'est pas humaine. Elle n'est pas humaine, elle doit les impressionner, et puis ils se disent, bon, on a indirectement, ils se disent ça, parce que c'est leurs supérieurs qui sont en contact avec ces entités. Mais leurs supérieurs qui les mettent en place, ils ont la certitude, et ils leur ont transmise, qu'il n'en arrivera rien, et qu'il y a quelque chose au-dessus de tout ce qu'on peut imaginer de cause humaine, qui est au-dessus de ça, et qui les dirige, et qui les certifie dans le fait que leur plan est bon, et qu'ils peuvent arriver à leur fin sans aucun problème, et qu'ils sont... Voilà, ils leur assurent qu'il ne leur arrivera rien, donc ils aillent jusqu'au bout de la diablerie qu'ils mettent en place, des réformes injustes, de la vaccination obligatoire pour tous, de l'écroulement économique, des guerres qu'ils veulent nous imposer de force. Tout ce qu'ils sont en train de faire, ils le font en étant certains qu'il ne leur arrivera rien. Et ça, c'est pas un humain qui vous donne cette certitude. C'est une certitude d'ailleurs. C'est quelque chose au-dessus. Voilà. C'est comme ça que je comprends et que je vois leur façon d'y aller sans problème. Ça peut pas être c'est pas un mec au-dessus qui leur dit t'inquiète pas, tu verras, on va gérer, on va les dépouiller, on va les vacciner, on va les séparer entre les familles, on va séparer leurs enfants, on va vendre tout le pays en petites pièces détachées, on va les ruiner, on va les affamer. T'inquiète pas, il y aura rien qui va t'arriver. C'est pas un humain qui tient ce discours-là et qui les rassure. Vraiment, c'est pas un humain. Sinon, il sera en panique au bout d'un moment. Même là, quand on les menace de les poursuivre, ils risquent la prison, etc. Ils en ont rien à foutre. Ils ont un petit peu, voilà, ils rougissent un petit peu. Ils disent ah ouais, quand même, ah ouais, si je risque ça quand même. Mais au fond d'eux, ils disent heureusement que j'ai cette garantie de, entre guillemets, le prince de ce monde, qui me permet de, ils pourront rien contre moi, les humains, voilà. Quelle belle illusion ils sont. Mais c'est comme ça que je comprends la chose, moi. Je les vois vraiment comme ça. On verra bien après. Hein. Peut-être qu'avec le temps, ça va s'atténuer. Et peut-être que leur assurance, elle va disparaître au fur et à mesure. Je ne sais pas. J'espère. Je voulais reprendre un truc. C'est dommage que les commentaires, il n'y a personne qui commente à part toi, Julie. Et c'est dommage que j'arrive pas à les afficher. Ça m'embête, ça. C'est super pénible parce que je trouve c'est naze. C'est vraiment naze. Bon, on verra. Peut-être qu'ils vont la rajouter, cette option. Donc, je voulais reprendre. Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, donc la carte, je l'ai montrée. Ah oui, je voulais parler aussi d'un truc très intéressant. Ah oui, au niveau des mensonges. Enfin, les mensonges, vous savez que c'est toujours pareil. Moi, ça me fait rire, c'est ça aussi. C'est que je reprends toujours le mensonge étalon. Bon, il y a l'évolution, les théories de l'évolution, les dinosaures, tout ça. Ça, c'est la pièce étalon du mensonge qu'on avale toujours. Hein. Bon, pas de problème, ok. Mais plus proche de nous, il y a aussi les tours du World Trade Center. Et cette image-là, pour moi, elle est super intéressante. Depuis qu'il y a eu en 2019 l'explosion sur le port de Beyrouth, je crois que c'était en 2019 ou 2020, je ne sais plus. C'est récent en tout cas. Et donc vous avez eu une explosion, il y avait donc de nitrate d'ammoniac dans des containers qui étaient stockés dans des dépôts sur le port. Donc 2750 tonnes de mètres cubes, donc je ne sais plus combien ça correspond, parce qu'en anglais j'arrive pas bien à comprendre. Mais vous voyez sur le port, ça a soufflé, c'était gigantesque l'explosion, hein. On dirait mini-bombe atomique. Hein. On se pose la question aussi, et j'en suis persuadé, que les Israéliens, est-ce qu'ils étaient derrière le coup ? Moi, je dis oui à 100%. Est-ce qu'ils n'ont pas rajouté en plus des explosifs pour augmenter le truc ? Je pense que oui. Là, j'ai juste un doute, je ne suis pas sûr. Mais qu'ils étaient derrière, là, c'est une certitude. Bref, l'explosion était monumentale. On a tous vu les images. Et voilà ce qui reste sur l'image du haut d'un bâtiment. Donc, l'explosion du nitrate d'ammoniac, 2700 mètres cubes, on va dire. Et vous pouvez croire que le building, il est resté que ça. Il est resté que ce truc en béton, là. Vous voyez, le building ne s'est pas écrasé. J'arrive pas à savoir la hauteur, parce que c'est compliqué, mais ça doit faire une 30-40 mètres. C'est en béton, puis il doit y avoir de l'acier aussi. Il y a une grosse partie qui est restée. Vous voyez qu'autour, il n'y a plus rien. Ça, c'est un gros building, donc je pense qu'il était construit pour tenir la route, avec un avion qui lui rentre dedans, par exemple, ou des trucs. Donc vous voyez, le building, il est là, il reste ça. Une explosion bien pire que le 11 septembre. Hein. Vous avez vu, les 11 septembre, c'est soi-disant des avions. Hein. Soi-disant. Et en dessous, donc, vous avez le 11 septembre, vous avez les deux explosions qui apparaissent bien. Enfin, on voit une fumée sur la tour de droite et puis l'explosion sur la tour de gauche. Et donc vous voyez qu'il reste ça avec le building à Beyrouth qui n'a pas été détruit. Ça, l'explosion gigantesque qui n'a pas pu détruire ce building gigantesque. Il reste quand même pas mal de structures intactes.
Et en dessous, vous voyez donc ça, et vous vous dites, bon, et vous croyez toujours que des jets d'essence, de l'essence, quoi, du kérosène, a pu faire fondre des poutres en métal. Et donc et détruire ensuite de manière assez spectaculaire et défiant toutes les lois de la gravité, écrouler les tours sur elles-mêmes à la vitesse de la chute libre, hein, évidemment, les deux, pas un, les deux buildings de manière synchronisée, et juste parce qu'il y a un petit avion avec l'essence qui a dû, soi-disant, faire fondre les poutres d'acier. Quoi dire d'autre? Si, on peut dire ça. On peut dire ça, 20 000 moujons sous les mers, ou peut-être même 20 milliards non, 200 millions de moujons. Mais pas qu'en France, ça c'est des moujons du monde entier, ceux qui croient encore à... On dira même 2 milliards de moujons, parce qu'il y en a quand même, je pense qu'il y en a un paquet qui croient encore à ces conneries, à ces fadaises. Tant que vous croirez à ce genre de fadaises, vous croirez toujours à n'importe quelle autre fadaise qui vous rajouteront, tout le temps. Et c'est ça qui est concernant en fait. Voilà, ça fait quand même de la peine. Mais sinon, vous savez, pourquoi on dort, pourquoi on n'arrive pas à comprendre aussi, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui vous empêche de réfléchir, en fait, tout le temps. C'est la propagande. Alors, fut un temps, c'était ça, la propagande LGBT. Vous êtes tranquille, vous essayez de vivre votre vie tranquillement, et il y a la propagande qui arrive et qui vous souffle à la gueule avec un trombone gigantesque directement en pleine face. Mais vous remplacez la propagande LGBT par la propagande écologique, la propagande ukrainienne, la propagande covidiste, la propagande racialiste, la propagande de ce que vous voulez. Vous avez toutes les semaines, tous les mois, une nouvelle propagande qui vous fait la même chose. Elle vous met la tête dedans, elle vous laisse pas le choix. Donc déjà, ceux qui dorment, ils ont déjà un problème pour comprendre. Puis en plus, avec cet outil de propagande mis à jour tous les mois, tous les 6 mois, pour vous monter à la tête, et elle vous empêche de réfléchir. Et vous avez que ça, H24 qui est mis en place. Et ça jongle comme ça tout le temps. Ils remettent à jour à chaque fois la nouvelle thématique, mais c'est toujours comme ça. Donc à la fin, le moujon qui était déjà endormi, là c'est fini. Il va avaler tout. Triple dose, quadruple dose, millième dose. Il va donner pour l'Ukraine, il va se marier avec une Ukrainienne, il va même prendre un mec et une femme ukrainienne, ils vont faire un trio. Voilà, parce que c'est la mode, hein, vous pouvez faire ça. Il va donner son argent aussi, il va faire ça à l'IA probablement, et dès qu'il va avoir un musulman dans la rue, il va le balancer à la police, peu importe, juste parce qu'il marche. Il va le balancer à la police, il va voter Éric Zemmour, forcément, il va pleurer toutes les semaines pour les crimes que le régime de Vichy a laissé faire pendant la Deuxième Guerre mondiale, je ne sais pas, hein, je pose la question, j'ai des remarques que je fais comme ça. Il va manger vegan. Il va payer l'essence 12 €, il va trouver tout à fait ça normal. Il va faire des dons à Cahuzac, je ne sais pas. Il va voter Macron, Attali, etc. Enfin, il va faire tout ça, voilà, grâce à ça. Et à la fin, il va s'euthanasier avant d'arriver à 50 ans, parce qu'il se dira, ouais, bon, je suis un poids pour la planète. Et elle avait raison, Greta Thunberg. Enfin, Thunberg. Moi, je l'appelle Thunderberg. Bref, et donc, voilà, il va s'euthanasier comme ça, dire, voilà, je laisse la place. On va y arriver, voilà. Et donc voilà, et juste je vais finir par une autre info. Vous savez que ce monde-là, effectivement, économiquement est vraiment fictif, tout est faux, mais alors l'argent c'est encore pire. Et c'est le projet à la base, hein, c'est de récupérer tout ce qui existe comme monnaie physique, pour ensuite, une fois qu'il sera récupéré dans sa grande majorité, on pourra passer au plan ultime. D'écrasement des populations, vraiment. Et là, ils sont pas loin d'arriver à leur cible. Et comment ils y sont arrivés? C'est-à-dire qu'on a créé donc le système bancaire et les grandes banques, toujours par les mêmes communautés. Hein. Vous savez très bien dont je parle. Et ces banques-là ont réussi à l'idée de créer des banques, des grosses banques, des multinationales bancaires en fait. C'était surtout pour s'accaparer un maximum de richesses donc financières, or argent, donc les métaux précieux, et la vraie argent en fait. Hein. Le vrai argent, pardon. Et comment on pouvait faire ça? Il fallait trouver un subterfuge qui prenne le temps, parce que ça ne pouvait pas se faire en un jour, même s'ils auraient bien aimé le faire rapidement. Ça prend du temps, ça a pris du temps, et ça prend encore un peu de temps. Mais là, on est arrivé quasiment, on a pris 80-90% de la vraie richesse physique du monde. Et comment on y est arrivé, et comment ça s'est accéléré? Après la Deuxième Guerre mondiale, parce que la Deuxième Guerre mondiale, elle a permis énormément de choses. Ils ont fait un bond gigantesque grâce après cette guerre. On a réussi à créer différentes administrations, dont l'ONU, dont l'OMS, etc., mais en particulier le FMI, le Fonds monétaire international. Et le Fonds monétaire international, c'est le petit braqueur pratique au service des banques qui vous permet ensuite de récupérer de l'or en masse. Et il faut dire qu'ils sont forts parce qu'ils y sont presque arrivés. Donc le Fonds monétaire international, je vais vous expliquer un peu comment ça marche, rapidement, hein, j'en ai déjà parlé, mais je vous le montre. Donc comment le FMI a acquis l'or qu'il détient, parce que pour faire partie du FMI, les pays, ensuite ils vous prêtent de l'argent, le FMI, c'est une banque qui vous prête de l'argent, voilà, on ne sait pas,
Et donc, donc quasiment tous les pays y font partie, quasiment tous. Et pour y en faire partie, il y a des règles. Voilà. Donc le FMI, alors je lis, hein, vous allez voir, mais c'est sur le site du FMI cette capture d'écran que j'ai faite. Le FMI détient environ 90 millions, ça date d'il y a quelques années, hein, mais ça change tout le temps. 90 millions d'onces, 2814 tonnes d'or, confiées à des dépositaires désignés. La valeur totale de cet or est de 3,2 milliards de DTS. Alors, je ne sais plus ce que ça voulait dire DTS, environ 4,8 milliards de dollars. Sur la base du coût rétrospectif, mais elle est plus proche des 76 milliards de DTS, environ 114 milliards de dollars au prix courant du marché. C'est-à-dire que si on vendait l'or qui est actuellement détenu par le FMI, de ce qu'on sait, hein, parce qu'ils n'annoncent pas toujours tout, il y a plus de 115 milliards, on va arrondir 115 milliards de dollars. Ça, je vous dis, c'est il y a quelques années, ça a dû encore augmenter, mais monumentalement. Le FMI a acquis ses avoirs en or par 4 circuits principaux. Le premier, c'est lors de la fondation du FMI. Alors c'est marqué en 1994, mais c'est en fait en 1944, hein, c'est une erreur simplement. Il avait été établi que 25% des souscriptions initiales et des augmentations ultérieures de quote-part devaient être réglées en or. Cela représente la principale source d'avoir en or du FMI. Autrement dit, n'importe quel pays, le jour où le FMI a été mis en place et que tous les autres pays, après la guerre, ils cherchaient à se refinancer parce qu'il fallait qu'ils se refinancent, ceux qui étaient dépouillés, ils se sont fait dépouiller de leur or, etc. En plus, hein, il y en a beaucoup. Mais surtout, ceux qui voulaient se refinancer, et puis si vous voulez, on leur laissait pas trop le choix de s'inscrire au FMI, il fallait pour ça fournir 25% de ces réserves d'or. Donc si vous aviez 50 tonnes d'or dans votre pays, vous deviez en fournir 25%. Ou 100 tonnes, on va arrondir à 100 tonnes. Si vous avez 100 tonnes d'or dans votre pays, vous deviez en donner 25% à l'État, au FMI. Donc déjà, le FMI tout de suite savait la quantité d'or totale que vous aviez. Donc ils faisaient un audit, je suppose. Ils envoyaient leur agent. Ils regardaient tout l'or que vous aviez, et puis ils vous disaient « Ok, parfait, donnez-nous 25%, on les prend en dépôt chez nous. » Donc cela représente les principales sources d'avoir en or. C'est-à-dire que tous les pays, ils ont tous donné 25% de leur or qui est stocké donc, dans les coffres-forts du FMI. Et je ne sais pas exactement, alors est-ce que c'était à New York, est-ce que c'était à Fort Knox, je ne sais où. Enfin, c'était la Fed qui avait à Fort Knox, qui avait comment on appelle ça, la Banque fédérale américaine. Escroquerie. Eux, ils avaient de l'or aussi, mais ils l'ont plus. Il a été dépouillé. Bref, mais à la base, le FMI donc, a 25% d'or de toutes les nations. Donc, il connaît à peu près de toutes les nations qui sont souscripteurs au FMI et il connaît leur quantité d'or totale. Et sachant qu'à chaque fois qu'il récupère de l'or, chaque pays en rachète ou en extrait, etc., cette augmentation, elle se répercute sur les 25% d'or. Il faut la mettre à jour. C'est parce que si vous rajoutez de l'or chez vous, vous devez en rajouter dans les 25%. Ça passera plus à, si vous avez donné 25 tonnes d'or, si vous en avez racheté entre-temps 10 tonnes d'or dans votre pays, vous en avez extrait 10 tonnes d'or, et ben vous donnez 25% de ces 10 tonnes d'or. C'est-à-dire que vous rajoutez 2,5 tonnes que vous rajoutez aux 25 initialement déposés. Vous voyez, et ça reste vivant en fait, la mise à jour. Ça se fait donc à chaque fois en live. Le FMI sait vos réserves d'or, il les estime de manière très très précise. Donc il sait les quantités précises de tous les contributeurs et la majorité des pays sont affiliés au FMI. Donc ensuite, tous les paiements de commission, c'est-à-dire les intérêts acquittés sur l'encours des crédits du FMI aux pays membres, est normalement payable en or. C'est-à-dire que, ce qui est encore plus fort, c'est-à-dire que vous prêtez de l'argent au FMI, vous prêtez votre or, vous le mettez en gage en fait, au FMI, il est à vous, mais le FMI le prend comme garantie si vous n'arrivez pas à rembourser. Donc le FMI vous dit donne-moi ton or, 25%, plus les mises à jour si vous en rachetez encore. Et ensuite, il vous prête par rapport à ça, en fonction si vous avez mis 100 tonnes d'or par rapport à vos 25%, il va pouvoir vous prêter, je dis n'importe quoi, 10 milliards. Ce qui n'est pas le cas si vous avez mis que 10 tonnes d'or et vous aurez le droit à 1 milliard. Je dis n'importe quoi, mais vous voyez, en fonction de la quantité que vous déposez, vous aurez un prêt plus important. Donc vous allez emprunter, le FMI va vous emprunter, alors que vous aviez de l'or, hein, il va vous emprunter 10 milliards de dollars et vous allez les rembourser en un certain laps de temps. Et vous devez rembourser des intérêts. Mais ces intérêts, vous devez les payer en or. Ah, puis là, ça c'était il y a quelques années encore. Hein, ça a duré jusqu'à. Alors peut-être que c'est toujours le cas, je suppose que oui. Et s'il y a des changements, j'ai pas fait la mise à jour, mais voilà. Donc c'était ça, donc étant normalement payable en or. Donc la plupart des intérêts, il est payé en or. Il vous filait de l'argent numérique. Vous prêtiez de l'or physique. Le FMI vous prêtait des chiffres, des billets. Vous voyez, des chiffres, et vous les créditez. Et avec les intérêts que vous deviez payer, vous les deviez payer en or. Ils vous entubaient 2 fois. Et les pays, la plupart, sont dedans comme ça. C'est ça qui est incroyable. La suite. Un pays membre souhaitant acquérir la monnaie d'un autre pays membre pouvait vendre de l'or au FMI.
C'est génial. Imaginons la Russie, membre du FMI, je ne sais pas s'ils le sont, mais la Russie, membre du FMI, elle voulait acheter des dollars aux Américains. Elle ne pouvait pas acheter des dollars aux Américains, elle devait passer par le FMI et elle devait acheter ces dollars et elle donnait l'équivalent en or au FMI pour que la transaction soit validée. En gros, c'est ce qu'ils disent. Hein. Voilà. Donc c'est juste génial. Ensuite, c'est la suite, c'est les ventes d'or au FMI par l'Afrique du Sud en 1971, 70, 71 représentent les plus importantes transactions, les transactions effectuées dans cette catégorie. C'est-à-dire qu'en 1970-71, l'Afrique du Sud, allez savoir pourquoi. Et il y a la communauté des Lumières derrière en Afrique du Sud. Donc, quand vous voyez Afrique du Sud, vous voyez diamant et or, vous savez que c'est la communauté des Lumières qui est derrière. C'est jamais des gens autochtones, hein. Jamais, jamais, jamais. L'Afrique du Sud est un pays, c'est une colonie, c'est pour ça qu'ils avaient des relations très particulières avec Israël et qu'ils ont toujours été, c'est des pays frères, hein, au niveau des dirigeants, je parle. Ils ont les mêmes politiques, ils ont les mêmes origines aussi souvent, et ils font des transferts, des transactions ensemble depuis que l'Afrique du Sud existe et depuis qu'Israël existe. Hein. C'est les mêmes. Donc l'Afrique du Sud a envoyé apparemment la plus grosse transaction en or en 70-71. On n'a pas les chiffres, mais ça sera intéressant de savoir combien ils se sont fait dépouiller d'or africain, l'Afrique du Sud. Et combien ils ont encaissé les dirigeants qui ont fait ça. Les pays membres, la dernière raison, c'est les pays membres avaient aussi la possibilité de rembourser en or les crédits accordés par le FMI. Donc non seulement vous pouvez rembourser vos crédits, plus les intérêts. Vous devez tout rembourser en or. Et ils vous laissaient certainement le choix, vu comment c'est présenté, mais voilà. À la fin, voilà, comment on a l'aspirateur de richesse créé comme ça, en vous faisant croire que vous pouviez... C'était pratique, le FMI. Quelque chose qui ne sert à rien. C'est un voleur déguisé comme ça, pour dépouiller les pays de leur richesse. Vous savez, extraire de l'or depuis le début de l'humanité, c'est un travail colossal, jusqu'à ce qu'on a modernisé les moyens d'extraction, où on a sorti plus d'or ce siècle que de toute l'histoire humaine depuis le début jusqu'à arriver il y a un siècle. Ce qu'on a sorti en or ce siècle-là, ça représente tout ce qu'ont sorti. Je ne parle même pas des conquistadors et de tout ça. Ils n'ont sorti rien par rapport à ce qu'on a sorti en un siècle et demi. Parce qu'on a la mécanisation, etc. Les techniques ont changé. Mais c'est des quantités énormes. Et tout cet or-là, il est en train de se faire dépouiller en grande partie par le FMI qui a vraiment fait un braquage de l'or mondial. Et c'est pas fini. Et au service d'une seule nation qui doit, et il faut bien le comprendre, récupérer toutes les richesses. Et c'est comme ça qu'il dirigera le monde, l'escroc de l'antéchrist, tout simplement. Il aura toutes les richesses, les vraies richesses, pas les monnaies fictives. Hein, pas les monnaies fictives. Les monnaies fictives, on s'en fout. Ça, c'est pour piéger la masse des gens, les monnaies fictives. Et ça marche. Hein. Ils ont oublié que l'or avait une valeur. Ils ont vraiment oublié que l'or avait une valeur. Et tout est parti. Et ils ont tout aspiré. Donc... vive les moujons, vive les imbéciles. Il faut être stupide pour croire que le papier a une valeur. Il faut être stupide pour croire que les dinosaures ont existé. Il faut être stupide pour croire que l'homme des cavernes a existé. Il faut vraiment être stupide. Il faut vraiment être stupide pour ne pas voir les choses essentielles. Et pour accepter quelque chose qui n'a aucune valeur comme quelque chose de tangible et qui régit votre vie. Le papier ou le numérique. C'est-à-dire qu'en gros, on peut vous braquer comme on veut, on n'a même plus besoin de vous défier et ça passe, on peut vous prendre vos biens. Sans que vous le sachiez, ça c'est quelque chose de formidable. N'importe personne de normalement constituée, elle se dit comment ça, un mec il me vole, sans que je le voie, il me prend ma richesse et sans que je l'entende, et je le connais même pas, et il m'a jamais vu et il peut me prendre mes richesses. Comment c'est possible ça ? Ça, arrivé à ce stade-là, ça n'a aucun sens. Là, on est déconnecté de toute réalité. Mais on a accepté ça. On en est arrivé là. Il y a des gens qui peuvent vous affamer sans que vous ne l'ayez vu et qui vivent à l'autre bout du monde. Ils peuvent vous envoyer en guerre. Ça, c'est ce monde dématérialisé, numérisé, qui fait qu'à la fin, vous ne savez pas qui vous dirige, vous ne savez pas qui va vous tuer, vous ne savez pas qui va vous voler. Mais tout ça peut arriver et vous n'avez vu personne. Et vous n'avez rien fait à personne. Comment c'est possible, ça ? Vous voyez, ce monde-là, il vous a créé cette impossibilité. Donc un humain, il y a 2 siècles, il vient à ce monde-là, il se dit, vous êtes tous tarés. Vous êtes tous devenus fous. Tous tarés. On a des terrains immenses, des grandes, comment on appelle ça, des exploitations agricoles de parfois plusieurs centaines d'hectares. Un hectare égale grosso modo un peu plus d'un terrain de foot. Un terrain de foot, c'est 7000 m². Un hectare, c'est 10 000 m² à peu près. Donc vous avez, on va dire un hectare, un terrain de foot. Des fois, il y a des gens qui ont 70-80 hectares. C'est gigantesque, 70-80 hectares, et il n'arrive pas à sortir un salaire, le gars. Il y en a un qui s'est suicidé, il y a 2 filles, ces 2 filles ont témoigné, elles ont repris l'exploitation. Il avait 60 hectares, le gars. Il avait des vaches laitières, il faisait des céréales aussi pour les nourrir.
il n'arrivait pas à se sortir un salaire. À la fin, il s'est suicidé tellement il était endetté parce qu'il lui fallait des machines. Parce que 60 hectares, il faut labourer les champs, il faut avoir une grande étable, il faut du matériel pour traire les vaches, il faut les soigner, il faut s'en occuper, ça coûte des sous, ils ont investi, ils se sont endettés pour s'investir, ils ont fait de l'exploitation, donc ils avaient besoin d'une grande partie de leur champ pour nourrir leurs bovins, donc ils faisaient du blé, des céréales, du maïs, du soja aussi, pour certains, mais lui je ne sais plus s'il faisait ça, mais il faisait plein de céréales comme ça, qui prenaient énormément de temps et de terrain et d'énergie pour à la fin, donc il y avait de l'engrais dedans, donc des produits chimiques pour pousser cette nourriture, la consommation d'eau gigantesque pour ensuite nourrir ces vaches qui avaient besoin d'une certaine quantité de terrain aussi, ça coûtait un coût, et à la fin tout ça, le gars il n'arrivait pas à sortir un salaire, il s'est foutu en l'air. Et ses filles, elles ont repris les exploitations, elles sont endettées jusqu'au bout. En France, je ne parle pas d'un autre pays. Et vous vous dites, mais c'est logique ça, 60 hectares, vous n'arrivez pas à vivre. Moi j'ai jamais vu ça. 60 hectares, mais c'est immense. Il y a des milliers de gens qui peuvent vivre sur 60 hectares, et, je veux dire, faire produire de la nourriture et en vivre normalement. Comment c'est possible ça? Comment on en est arrivé là? Et il y en a d'autres, c'est 200-300 hectares. Hein. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Donc, il y a des grosses sociétés alimentaires qui vont se faire privatiser de plus en plus. Ils vont tuer les agriculteurs. Ça va faire des mastodontes. Ils vont s'agglomérer. Ça va faire des exploitations de peut-être 1000 hectares. Vous allez voir un moment. Et ce sera géré automatiquement. Ce sera de la nourriture dégueulasse avec des produits chimiques. Et ce sera géré par des multinationales. Et c'est ce qui est en train d'arriver. C'est là où on va. Et là, vous allez vous dire, mais on a énormément d'exploitations. Des gigantesques exploitations, mais on crève la dalle. Et elles sont gérées par une personne, un groupe, quoi. Vous aurez plus, c'est pas plein de petites exploitations comme il y a toujours eu, en fait. Dans chaque ville, il y avait plein d'exploitations agricoles. Chacun produisait des petites choses de son côté. Et il y avait une autosuffisance. Et il y avait chaque fois, si un agriculteur galérait ou coulait, c'était pas le cas de tous les autres, qui chacun s'en sortait. Donc il y en a qui avaient du mal, il arrivait à se faire aider par les autres, vous voyez. C'était comme ça que ça marchait. Et ça a toujours marché comme ça, maintenant c'est fini. Une exploitation de 70 000 hectares, si elle coule, elle coule. Il n'y a plus rien qui va. Et après, on la revend pièces détachées, enfin, à des crapules, des spéculateurs qui vont faire que de la daube, quoi. Ils vont faire que quelque chose de mauvais à la fin. Bref, on est arrivé dans ce monde de fous. On est vraiment dans un monde de fous et il n'a pas changé, il n'a pas fini de devenir encore plus fou que ce qu'il n'est. Donc voilà, je pense que je vais en rester là, chers amis, pour un premier essai. Salut à toi, Camilo Castillo. Je vois qu'il y a du monde qui arrive. Ça, bon, c'est la fin. Et salut à toi, Mimi. J'ai terminé là, cher ami. Bon, voilà, vous avez compris qu'il fallait s'inscrire. Je pense que voilà, maintenant le message est passé. Donc je ne sais pas quand est-ce que je vais refaire un autre live. Je ne sais pas quand. C'est dommage qu'on n'arrive pas à afficher les messages. C'est vraiment dommage. Et ça, ouais, j'y arrive pas, hein, c'est pas possible. On peut qu'épingler, on peut pas les afficher directement à l'écran, comme c'était le cas sur Twitch ou sur YouTube, c'est dommage. Bref, donc je vais en rester là, chers amis, et je vais vous souhaiter une très bonne journée, une très bonne fin de journée. Pour ceux qui... n'hésitez pas à le partager, ne serait-ce que ma chaîne ou cette vidéo, ces chaînes-là, donc Twitch, pas Twitch, Odyssey, même Twitch, hein, Odyssey et Crown Bunker, pour, si vous pensez que c'est intéressant, et pour faire connaître la chaîne, parce que là je repars quasiment de zéro en fait, hein, parce que c'est pas quasiment, je repars de zéro. Et j'ai plus d'autres moyens de communication que ces deux chaînes-là, et ça va prendre du temps. Donc, merci encore pour l'écoute. Je vous dis à très bientôt, peut-être sur Twitch, je ne sais pas, on verra bien. Passez une très très bonne journée, je vous dis à très bientôt et que Dieu vous garde.